Trop ennuyeux de refaire une présentation de ce livre que j'ai déjà faite maintes fois et qui, me semble-t-il, mieux vaut aller directement le lire. Après tout, ce sera beaucoup plus direct. Je vais essayer de faire une réflexion sur justement ce thème de la Russie et de la nouvelle guerre froide. Vous voyez que dans le titre du livre, il y a un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation reste tout de même non pas une affirmation. C'est pas une affirmation, c'est pas non plus une négation, mais c'est quand même une interrogation qui, au moment où le livre est sorti, était beaucoup plus en suspension qu'aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être plus tendance à enlever le point qu'à le laisser. Alors effectivement, ce livre a été bouclé. D'abord, j'insiste pour dire que c'est une œuvre de commande de la documentation française, qui est une édition de l'État, du Premier ministre, et donc qui se veut pédagogique. Je suis prof aussi. Et c'est aussi une œuvre collective dans la mesure où j'en ai écrit à peu près les 3/4, mais où j'ai aussi fait travailler quelques collègues et quelques aussi jeunes collègues, et notamment deux de mes doctorants et post-doctorants, pour essayer de donner un aperçu de la situation internationale de la Russie dans le monde, et de la Russie dans cette conflictualité qu'on peut appeler la nouvelle guerre froide. Et effectivement, la ligne directrice du livre, qui est aussi la ligne directrice de ce que je vais dire ce soir, c'est l'exposé du point de vue russe sur la question. C'est-à-dire que j'ai essayé de donner à lire à un public français une vision synthétique de la vision russe, de la position de la Russie dans cette nouvelle guerre froide, dans cette conflictualité multiforme avec, on va l'appeler l'Occident, je vais y revenir dans un instant, et pourquoi, comment dire, à la fois la situation de la Russie dans cette conflictualité et la vision aussi russe de sa situation dans le monde, mais aussi de l'Occident. Et je pense que c'est un aspect très intéressant puisqu'on est au dialogue franco-russe. Je pense qu'il y a véritablement une méconnaissance en France, mais pas seulement en France, je dirais dans l'ensemble du monde occidental, de la vision russe que les Russes portent sur le monde occidental, à la fois dans ses dimensions économiques, politiques, mais aussi géopolitiques. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, je dirais à l'avenir, de travailler davantage à l'étude et aussi à l'explication ou à l'exposition des positions russes sur le monde. Alors quand tu as dit que j'étais effectivement un spécialiste de la politique intérieure, c'est tout à fait vrai, je suis de formation juriste, mais aussi russisant. J'ai fait du russe à l'université, etc. J'ai vécu en Russie assez longtemps, comme tu l'as rappelé. Et je me suis très longtemps intéressé aux questions, et je continue de m'y intéresser, aux questions politiques, de politique intérieure, du système politique, des institutions, mais également des questions juridiques qui m'intéressent particulièrement, dans la mesure où je dirige à Nanterre une filière qui s'appelle la filière franco-russe de droit, qui forme des étudiants dans une formation de licence et de master bilingue, formation bilingue franco-russe en droit. Et donc je suis amené de ce fait à beaucoup manipuler le droit russe, non pas en tant que spécialiste du droit ou que juriste praticien, mais en tant qu'enseignant. Et donc je m'intéresse beaucoup aussi, de ce fait, aux questions de terminologie, de traduction, et donc de passage de concepts du russe vers les langues, vers le français, vers les langues occidentales, sachant qu'effectivement les problèmes de traduction sont assez inséparables, et des problèmes de langue sont assez inséparables. On ne peut pas être un spécialiste de la Russie sans s'intéresser aux Russes et à la langue russe et essayer de la faire passer dans la langue française ou autre. Et donc, ces questions de traduction et de terminologie m'occupent aussi pas mal, même si ce n'est pas l'objet de ma recherche, c'est quelque chose que je tiens à faire. Dialogue franco-russe. Alors, dialogue entre la Russie et le reste du monde et ce monde occidental. Alors effectivement, lorsque j'ai écrit ce livre, l'éditeur, qui a à cœur de rendre ses livres accessibles au grand public, m'a dit: il faut absolument que vous mettiez dans la conclusion quelque chose sur l'élection américaine. Il faut absolument que ce livre s'inscrive dans son actualité, c'est-à-dire quel va être finalement, non pas le résultat de l'élection américaine, qui était imprévisible, mais comment de Moscou on regarde cette élection américaine. Et c'était au mois de septembre-octobre, par là, donc je suis allé à Moscou un moment, une petite semaine, fin septembre, et j'ai remarqué à quel point cette élection américaine passionnait
je dirais pas toute la Russie, mais disons le tout Moscou, hein, le tout Moscou des journalistes, des experts, des gens qui écrivent, qui pensent, qui réfléchissent, qui font du lobbying, etc. Tout le monde avait les yeux braqués sur Washington, et donc la conclusion de ce livre a été écrite dans ce contexte, où j'ai vu effectivement que le duel entre Mme Clinton et M. Trump était au cœur, je dirais, d'un débat interne à l'élite russe, et en même temps une certaine prise de position dans la politique intérieure. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle une aile libérale dans l'élite du pouvoir à Moscou, incarnée par l'ancien ministre des Finances Koudrine, mais tout un tas de gens autour aussi dans l'administration présidentielle, ou dans, je dirais, l'élite du pouvoir d'une manière plus générale, qui disait ouvertement, qui même publiait dans la presse, disait il faut absolument que nous ayons un discours plus, je dirais, moins dur, pour simplifier, à l'égard de Washington, parce qu'il va falloir recoller les morceaux avec Mme Clinton, parce que c'est elle qui va être élue. Donc j'ai rencontré tout un tas de gens, et j'ai vu se positionner tout un tas de gens au sein des... Enfin, se positionner, ça veut dire quoi? Écrire des tribunes dans la presse, passer à la télé, et dire il faut absolument que la Russie se repositionne favorablement, parce que demain, Mme Clinton sera élue. Mais en même temps, à cette époque-là, fin septembre, je voyais aussi beaucoup un enthousiasme pour Trump, un enthousiasme d'un certain nombre de cercles, plutôt pro-pouvoir ou plus nationalistes, en disant voilà, Trump est une véritable chance pour la Russie, parce que son élection va permettre de réorienter la politique étrangère américaine plus favorablement, et au fond, comme disait par exemple tout un tas de gens qui écrivent dans la revue La Russie dans la politique globale, au fond, finalement, cette réorientation, elle nous est favorable, et quel que soit le résultat, quelle que soit finalement la politique que mènera Trump après, une fois qu'il sera élu, s'il est élu, eh bien, cette politique ne pourra nous être que plus favorable. Voilà, ça c'était fin septembre. J'écrivais la conclusion de ce petit livre. Maintenant, on est fin avril. Trump a été élu, à la surprise du monde occidental, mais pas tellement à la surprise des Russes, justement. Ça m'avait beaucoup intéressé de voir qu'à Moscou, pas mal de gens pensaient qu'il avait une chance d'être élu. Et il est président. Et le Trump président n'est pas tout à fait le Trump candidat. Voilà. Et bien sûr, je vais partir de là parce qu'effectivement, je pense que les espoirs autour de l'élection de Trump, les espoirs à l'extérieur, et notamment en Russie, ont été largement déçus, pour ne pas dire complètement douchés à l'heure qu'il est. Alors pourquoi? Alors je vais partir de là, parce que finalement ça va être le fil conducteur de mon petit exposé aujourd'hui, les dialogues russo-occidentaux et la difficulté de ce dialogue. Est-ce que c'est un dialogue? Oui, forcément. Je ne vais pas définir le dialogue comme uniquement diplomatique, mais aussi dans toutes sortes de canaux. Il y a les canaux diplomatiques, il y a les canaux économiques, mais il y a aussi les canaux politiques, les canaux idéologiques, médiatiques, etc. Donc c'est un dialogue permanent, et ce dialogue est extrêmement difficile, et il me semble, en réalité, dans une certaine mesure, un dialogue de sourds. Et les blocages, j'annonce ce que je vais vous dire, ne viennent pas forcément de là où on pense, ou de là où on pense chez nous, dans le monde occidental. Très souvent on désigne la Russie comme un pays qui s'isole, qui ne voit qu'elle-même, obsidionale, qui a tendance à voir le monde à sa propre aune. Je vais essayer de vous montrer que, de mon point de vue, il me semble que peut-être cette obsidionalité, cet isolationnisme est plutôt occidental que russe. Mais je reviens au point de départ. Trump, l'élection de Trump, grands espoirs, soulève de grands espoirs dans l'élite du pouvoir russe, dans les cercles un certain nombre de cercles militaro-stratégiques et de la politique étrangère. On se dit, ça y est, on va enfin avoir un vrai reset, ce qu'on n'a pas eu avec le couple, si j'ose dire, Obama-Clinton, et on va pouvoir enlever le point d'interrogation ici, et même enlever le mot guerre froide, c'est fini. On va pouvoir, par exemple, prenons des choses très concrètes, sortir de la crise ukrainienne, on va pouvoir imposer un règlement de paix de la communauté internationale au sens vrai du terme, incluant la Russie
au Moyen-Orient, on va pouvoir véritablement mener une politique de lutte contre le terrorisme islamiste, etc., etc. Alors tout cela, c'est un échec, enfin c'est pas un échec, je dirais, c'est une parce que ça n'a jamais été, ça n'a été qu'un espoir en réalité. Et on voit aujourd'hui que bien sûr tout cela n'était qu'un espoir faux et un peu illusoire. Pourquoi ? Est-ce parce que à Moscou, la politique menée par Poutine et Lavrov au Moyen-Orient est une politique de soutien inconditionnel au pouvoir de Assad qui bloque tout? Ou est-ce que c'est parce que du côté occidental, on a une vision véritablement, je dirais, figée des choses, de laquelle on n'arrive pas à sortir, et un certain nombre de gens qui portent cette vision figée ont acquis une influence telle que même un président élu, mal élu, mais élu quand même, n'arrive pas à donc casser et à faire plier ce président, pardon, cet appareil de force intellectuelle, médiatique, stratégique, du côté je dirais, d'une plus grande ouverture et d'une politique qui inclurait la Russie dans ce règlement de paix. Et qui donc, au Moyen-Orient, sur le terrain moyen-oriental, dans le livre, il y a un chapitre écrit par Taline Termination qui s'appelle « Le retour de la Russie au Moyen-Orient », et qui situe cette politique russe en Syrie aujourd'hui dans son contexte historique. C'est-à-dire, je pense que c'est très important de voir que la politique... Je pense que vous avez sans doute eu des conférences ici au dialogue sur ces questions, je ne veux pas m'y étendre, mais c'est très important de voir que la politique russe au Moyen-Orient, elle s'appuie sur une histoire, et aussi sur des réseaux qui sont anciens et qui remontent, même on peut les faire remonter au début du 19e siècle. Bon. Donc c'est ce qu'elle a essayé de faire dans son chapitre, de montrer qu'il y avait une continuité de cette politique, continuité de ses intérêts. Bon. Et que ce n'est pas une surprise. Si on découvre cette politique, ce n'est pas une surprise. Sans parler bien sûr de la période soviétique. Donc, Trump, élu, il n'arrive pas à infléchir sa politique étrangère et de sécurité dans le sens d'une meilleure inclusion, de meilleur dialogue avec la Russie. Pourquoi ? Alors, je partirai de là. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, donc avant de revenir en Russie, on va aller aux États-Unis. Et qui bloque ? Alors, la question est très difficile à répondre. Il peut y avoir trois types de réponses. La première réponse, c'est de dire personne. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Finalement, il y a des groupes, il y a des forces, et puis tout ça, c'est un jeu assez complexe, et on ne peut pas désigner quiconque on ne peut pas identifier vraiment le blocage, c'est très difficile. Ça, c'est la réponse, je dirais, la plus libérale et la plus naïve. Il y a une réponse exactement inverse, qui est la réponse, on va dire, conspirationniste, qui consiste à dire, voilà, il y a un groupe de gens qui sont là, aux commandes, et qui veulent à tout prix s'opposer, qui sont russophobes, qui veulent à tout prix s'opposer à toute espèce d'inflexion de la politique américaine à l'égard de la Russie, et qui ont intérêt à une éventuelle guerre, en tout cas à une conflictualité majeure avec la Russie, pour vendre leurs armes, pour vendre leurs programmes militaires, pour faire du lobbying à Washington et ne pas perdre leur position. Ça, c'est la version la plus hard, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression. Moi, je me situe au milieu, et j'essaie de voir, effectivement, si groupe il y a, quel est-il ? Qui sont les gens qui bloquent ? Et alors, je me suis intéressé à un livre que je vous conseille tous de lire, qui n'est pas édité en français malheureusement, mais qui est en anglais pour l'instant, et qui a été publié par un monsieur qui s'appelle Mike Lofgren, et qui s'appelle L'État profond, ou Deep State, The American Deep State. Ce monsieur n'est pas un universitaire, c'est un ancien secrétaire de la commission de la défense au Sénat, enfin disons, non pas secrétaire, mais secrétaire administratif du président de la commission de la défense au Sénat, qui a été en poste au Sénat et au Congrès pendant presque 15 ans, et qui, une fois parti à la retraite, s'est mis à écrire sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il a vécu, et à disséquer de manière remarquable, je trouve, et c'est sans doute un des livres les plus utiles pour tous ceux qui s'intéressent aux questions internationales et en général aujourd'hui, sur ce groupe qu'il appelle l'État profond, Deep State. Cette expression vient on la retrouve en Turquie aussi, pour qualifier un groupe de gens, un groupe d'institutions, des cercles, qui en réalité sont animés par une volonté de mener une politique
et qui transcendent les institutions, qui transcendent les clivages politiques, etc. On les retrouve chez les démocrates, chez les républicains, on les retrouve au Pentagone, CIA, mais aussi dans la banque, dans le privé, dans le public, etc. Et ce groupe, qui constitue un groupe informel, et qui constitue un groupe, je dirais, même inconscient d'être un groupe, d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait son unité? Eh bien, ce que dit Mike Lofgren, ce qui fait son unité, c'est pas vraiment des intérêts communs, c'est pas vraiment un complot comme ça qui serait pour diriger de Washington ourdi pour essayer de casser toute espèce de rival russe ou chinois, etc. C'est plutôt un groupe de gens qui diffusent une certaine pensée et qui sont véritablement unifiés par une pensée commune qu'il appelle groupthink, donc un groupe, enfin comment dire, une pensée de groupe, ou une espèce de politique, enfin comment on pourrait dire ça. Dans l'entreprise, on appelle ça la pensée de groupe. La pensée de groupe, voilà. Groupe, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une expression qui vient du management, enfin de la sociologie économique. Bon. Et donc, il dit, voilà, ce sont des cercles qui sont convaincus, qui ont les mêmes repères, la même culture et la même idéologie, on va dire simplement. Et non seulement c'est une idéologie, mais en plus, c'est moi qui rajoute ça, c'est une croyance. C'est un ensemble d'idées qui devient une véritable religion séculière. Et moi, je suis convaincu de l'existence de cette religion séculière très forte, qui unit non seulement une grande partie de l'élite du pouvoir à Washington, mais aussi qui fait qu'on pense la même chose, où on est réunis par les mêmes, entre guillemets, valeurs. On entend beaucoup parler des valeurs, il faut défendre les valeurs, etc. C'est un peu là, on va vivre la quinzaine des valeurs, de la défense des valeurs, entre guillemets. Ces valeurs, en réalité, elles réunissent beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement le Pentagone et la CIA, c'est aussi une grande partie de l'élite aux États-Unis, mais aussi dans l'Union européenne et puis dans les institutions transnationales importantes, comme le FMI, la Banque mondiale, les institutions financières. Et ce ne sont pas des gens qui ourdissent des complots, ce sont des gens qui ont véritablement ces valeurs. Ils y croient, en réalité. Alors, ça passe par toutes sortes de choses qui sont difficiles à identifier. D'ailleurs, Lofgren le dit, c'est difficile. Ensuite, il y a tout un travail à faire. Qu'est-ce qui fait que on croit que la globalisation, c'est quelque chose de positif, globalement positif? Qu'est-ce qui fait croire qu'il faut absolument qu'un certain nombre de valeurs supérieures qui s'incarnent dans des droits, défendu par une... Qu'est-ce qui fait qu'on considère, par exemple, que la Cour européenne des droits de l'homme impose un certain nombre de normes à des États, et que ça, qu'il est légitime que cette Cour européenne des droits de l'homme intervienne pour imposer à des États un certain nombre de normes juridiques, et qu'on soit intimement convaincu que c'est la bonne manière de procéder, que c'est la bonne chose. C'est aussi des valeurs qui permettent d'imposer ou de justifier un interventionnisme politique et militaire dans la variante qu'on a connue depuis les années 90 et depuis, je dirais, la période qu'on peut commencer à appeler Nouvelle Guerre froide, c'est-à-dire dans les années 90, je vais y venir tout de suite, où on voit commencer à se développer un interventionnisme humanitaire armé, notamment, par exemple, puisque c'est important dans les relations russo-occidentales, l'intervention menée en 1999 par les forces de l'OTAN en ex-Yougoslavie. Alors, toute cette religion séculière, il y a une variante américaine, il y a une variante européenne, mais globalement, c'est quelque chose qui unifie plus ou moins l'ensemble des élites du pouvoir occidental et qui, en fait, alors ça peut être perçu comme une idéologie de la domination occidentale, c'est d'ailleurs perçu comme ça en dehors de l'Occident. Il suffit d'aller regarder, ce que je ne fais pas, mais on peut les lire parce qu'elles sont traduites, la pensée stratégique ou géopolitique ou politique étrangère chinoise. Bon, il suffit de lire un peu ce qui s'écrit, par exemple, en Inde. Je ne parle même pas de l'Amérique latine, bien entendu, qui traditionnellement est quand même très, très, disons, on va dire, américano-sceptique. Et puis, là, en Russie, notamment aussi, on regarde toute cette religion séculière, toutes ces valeurs occidentales, tout cet ensemble de normes de l'extérieur, et on les voit comme, effectivement, quelque chose qui relève une volonté de domination je dirais, d'imposition. C'est vrai qu'on voit, par exemple,
une volonté de peut-être d'un certain nombre d'Occidentaux, depuis une vingtaine d'années, de convertir le monde à ces valeurs. Voilà. Et donc cette dimension de religion séculière, j'y insiste beaucoup parce que ça me semble extrêmement important pour comprendre ensuite comment l'interaction et le jeu des conflictualités. Donc cette volonté de convertir à des valeurs qu'on juge supérieures, qu'on juge meilleures, qu'on juge plus avancées, plus civilisées, même si on ne le dit pas trop, enfin on le pense, la volonté de conversion à cette religion séculière, dont on est convaincu qu'elle est tout à fait... non seulement dont on est convaincu qu'elle est supérieure, mais dont on est convaincu qu'elle n'est pas une religion, et moi je pense que c'en est une, eh bien c'est un vrai problème dans les relations entre, je dirais, l'Occident et le reste du monde, et notamment avec la Russie. Il y a quelques années, un chercheur américain, penseur américain, avait publié un article qui s'appelait « The West and the Rest », qui est un article qui a vraiment beaucoup marqué la pensée, aux États-Unis en tout cas, et dans le monde anglophone. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, c'était publié en 2007, et donc cet auteur disait, voilà, maintenant on est dans un monde vraiment complètement... d'un côté, on a l'Occident, l'ensemble du monde occidental, plus ou moins unifié, bon, et puis les autres qui regardent et qui se demandent ce qu'ils vont faire et comment ils se positionnent par rapport à ça, mais il y a une nette domination quantitative, militaire, mais aussi intellectuelle de cet Occident, et the rest, comme il disait, se positionne par rapport à ça. Alors, c'est donc l'axe que je vous propose de suivre pour comprendre comment la Russie va se positionner face à cet Occident, entre guillemets, pendant les années qui commencent en 1990, 91, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral, parce que c'est toujours le défaut des profs, donc je n'ai pas du tout l'intention de vous endormir. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez synthétique et de prendre quelques exemples, comme ça, mais chronologiques. Je pense que c'est important de voir qu'effectivement, la nouvelle guerre froide, si aujourd'hui on en voit la manifestation évidente, parce que d'abord, tout simplement, il y a des guerres, elles ne sont pas si froides que ça, et on a des configurations aujourd'hui qui ressemblent à des guerres anciennes. Par exemple, la guerre en Syrie, d'une certaine manière, et la conflictualité sur le terrain syrien, avec une présence parallèle, de troupes russes et puis de troupes occidentales, sur fond d'un terrain extrêmement complexe, avec des djihadistes, des réseaux rivaux, des puissances régionales qui jouent des jeux très complexes, l'Arabie Saoudite, la Turquie, etc. Ça rappelle d'une certaine manière l'Afghanistan entre 1979 et 1984, c'est-à-dire dans cette période qui marque la fin de la guerre froide et qui marque le début d'une conflictualité, je dirais, post-guerre froide. Je dirais que la première sortie de la guerre froide, proprement dite, c'est vraiment cette guerre d'Afghanistan où l'URSS engage ses troupes et où les États-Unis soutiennent les réseaux des Moudjahidines dans la lutte contre l'influence communiste, entre guillemets, mais en réalité, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. On a quelque chose qui se retrouve là, et sur lequel on peut réfléchir. Donc, comment la Russie se positionne dans la nouvelle guerre froide, ça veut dire comment elle se positionne dans cette relation à l'Occident, qui est une relation de conflictualité, et dont cette conflictualité commence immédiatement. C'est ça qu'on a tendance à oublier, je pense que c'est quelque chose d'important. En réalité, d'une certaine façon, on est sorti de la guerre froide en entrant dans une autre, guerre froide, entre guillemets, mais un autre type de conflictualité qui se noue tout de suite, immédiatement. Et dans cette nouvelle guerre froide qui commence vraiment, je dirais que la date que je mettrais, que je poserais, il y a plusieurs dates possibles, d'ailleurs ce serait intéressant de discuter sur ce point, mais ça peut être par exemple 2003, l'opposition de la Russie à l'intervention américano-britannique en Irak. Ça peut être 2008, le sommet de l'OTAN à Bucarest, je vais revenir là-dessus. Ça peut être 2004, la révolution orange en Ukraine. On peut mettre des dates. Moi, je préfère mettre le début. Je pense qu'il y a un véritable tournant en 2008. Mais en réalité, dès 1991, c'est-à-dire dès la chute de l'URSS, s'engage une conflictualité latente, sourde, j'allais dire presque sournoise, et presque invisible,
qui va se développer et on ne peut pas comprendre, à vrai dire, la conflictualité actuelle sans revenir en arrière. Et donc, moi je vois le positionnement de la Russie dans la nouvelle guerre froide comme l'histoire d'un échec de la conversion de la Russie à cette religion séculière du pouvoir occidental. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un échec de la Russie à entrer dans un moule, mais aussi l'histoire d'un échec de la Russie à comprendre tout de suite exactement dans quelle position elle était. Et j'y vois 3 étapes. Tout d'abord, on va les années 90 sont celles d'une incompréhension totale de la Russie dans la position dans laquelle elle se trouve, de la position, je dirais même une incompréhension ou une mauvaise évaluation par la Russie et par ses dirigeants de ce que c'est que le pouvoir occidental, de ce que c'est que les mots même du discours occidental. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout une très mauvaise évaluation dans les années 90-96 de l'évolution de l'Occident. C'est-à-dire que vraiment il se produit justement la sortie de la guerre froide pour l'Occident, c'est une transmutation extraordinaire qui est très très mal comprise en Russie parce que tout simplement on a d'autres choses à faire, on a d'autres chats à fouetter, on est en train de sortir de l'URSS, on entre dans des réformes structurelles, politiques mais aussi surtout économiques et administratives très grandes et finalement tout ce qui relève des mutations internes au pouvoir occidental ou au monde occidental, on ne le voit pas. Donc ça, c'est les années 90. Et puis il y a une prise de conscience vers la fin des années 90 en Russie, dans les cercles dirigeants, que quelque chose a changé et que quelque part, pour être un peu vulgaire, on s'est un peu fait avoir quelque part. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et comme le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur un éminent spécialiste de la politique étrangère russe, qui a été longtemps le président de l'équivalent russe du CFR, c'est-à-dire le Conseil de défense et de politique étrangère, M. Sergei Karaganov. Il dit cette phrase, il a eu cette phrase en 2014 dans un article qu'il a écrit. Il dit en réalité excusez-moi, je le cite, donc dans un article qui est en ligne du 28 avril 2014, nous aurions dû tout de suite comprendre que nous avions perdu la guerre froide et en tirer les conséquences. Nous ne l'avons pas compris, nous étions dans les illusions, nous avons compris 10 ans après ce qui s'était passé. Et je crois que cette phrase écrite est tout à fait juste, parce qu'effectivement, il y a un temps de latence entre ce qui se passe à la fin de l'URSS et puis l'ajustement, on va dire, la réaction russe. Et cette réaction, elle se produit 10 ans après, à peu près, vers 1999, au moment de l'intervention en Yougoslavie. Donc on passe d'une prise de conscience, peu à peu, dans les fins des années 90, début des années 2000, l'arrivée de Poutine au pouvoir, qui change aussi et qui donne, je dirais, à cette inflexion de la prise de conscience une dimension politique, je vais y revenir, et on va passer de la prise de conscience à la résistance, donc à la posture d'une espèce de résistance face à un pouvoir occidental dont on perçoit qu'il est un partenaire. Vous remarquerez que jamais, jusqu'à aujourd'hui, le discours officiel, écoutez les discours de Sergei Lavrov, jamais les États-Unis, jamais les Occidentaux, les États occidentaux ne sont qualifiés autrement que comme partenaires. C'est le mot c'est la langue officielle, c'est nos partenaires américains, nos partenaires français, bon, voilà. Donc on va lisser l'hostilité, on la fait pas apparaître dans le discours officiel. Néanmoins, elle est quand même tout à fait réelle, puisque je pense qu'on passe d'une phase de prise de conscience à une phase de conscience de la réalité de la conflictualité à une organisation de la résistance, et puis d'une résistance. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé à un autre stade qui est, pour la Russie, la conflictualité avec l'Occident, c'est quelque chose d'à peu près clairement identifié. Maintenant, on recherche des alliances et on crée une diplomatie qui tient compte de tout ça, et je dirais que ce qui s'est passé, le tournant, c'est effectivement récent. L'intervention en Syrie militaire russe en Syrie marque un tournant très fort dans cette évolution. Alors, je rappellerai juste quelques points. Je ne sais pas si j'ai tendance à trop parler, Denis, donc je te prie de me limiter. Je surveille l'heure. Comment? Tu surveilles, c'est très bien. Alors, petite chronologie. On revient en 1991.
la chute de l'URSS. Dès la chute de l'URSS, c'est-à-dire quelques mois, quelques semaines après le fameux putsch d'août 91 qui voit le départ, ensuite le départ de Gorbatchev et puis le changement de pouvoir, l'indépendance des républiques, etc. Le président américain, George Bush, donc père, prononce un discours dans lequel un discours célèbre dans lequel il va parler du nouvel ordre mondial, New World Order, et dans lequel il va clairement dire les États-Unis, nous avons gagné la guerre froide. Enfin, il ne va pas le dire comme ça, mais presque. Bon, c'est tout à fait clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc, le nouvel ordre mondial est proclamé. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre mondial? C'est un nouvel ordre mondial post-bipolaire. Et cette post-bipolarité, nous ne sommes plus un monde divisé en deux, nous sommes maintenant un monde qui a vocation à s'unifier dans de nouvelles valeurs, la globalisation, la démocratie, l'économie de marché, les droits de l'homme, etc. Bon. Tout ça, c'est tout à fait clair. Mais ça intervient, ce que je veux dire, je veux pas tout ça vous le savez très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en Russie, ce discours n'est pas compris à sa juste mesure. En réalité, ce discours dit, bon maintenant, puisque la guerre froide a trouvé une issue tout à fait claire, eh bien, à vous de vous, en quelque sorte, convertir à nos valeurs. C'est évident que c'était une guerre des modèles. Il y a un modèle qui l'a emporté objectivement. Donc, objectivement, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous y convertir. Bon. En réalité, ce discours, dans les élites russes, il s'entrechoque avec un autre discours. Et ça, c'est assez peu vu. Et je pense que, bon, je ne voudrais pas me faire des compliments, mais je pense que assez peu de gens le voient. À l'époque, en Russie, on était encore dans la fin de l'ère Gorbatchev. Et Gorbatchev, avec sa nouvelle pensée, qui commence en 87, en matière de politique étrangère, était lui aussi dans une idée d'un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une idée de nouvel ordre mondial post-guerre froide, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on avait pensé aussi... Son discours à l'ONU du 7 décembre 1988. C'est absolument exact. Et d'ailleurs, merci. Je vous remercie, puisque je le mets. C'est un discours absolument historique. Vous avez tout à fait raison. Et donc, vous avez d'un côté Novoye Myshlenie, c'est-à-dire la nouvelle pensée, et c'est donc ce discours du 7 décembre 88, devant la tribune des Nations Unies à New York, et puis le New World Order. Et pendant un certain moment, je dirais qu'on va un peu confondre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ambiguïté. Finalement, cette nouvelle guerre froide, c'est une sorte de convergence de deux visions qui ne sont peut-être pas tout à fait analogues, mais qui sont convergentes. Et on va croire à cette convergence assez longtemps en Russie. Et puis on ne va pas s'y intéresser. Moi, je me rappelle les années 90, la politique étrangère russe. Bon, c'est une chose. Il y a ici des acteurs de la politique étrangère qui savent beaucoup mieux que moi les détails. Mais si on regarde du point de vue de l'analyse de cette politique étrangère ou de ce qui se publie dans les revues russes sur la diplomatie ou la politique étrangère, c'est très très calme. On va dire ça. Il ne se passe pas grand-chose du point de vue de la pensée. Moi, je ne dis pas que c'est complètement encéphalogramme plat, mais il n'y a pas beaucoup d'idées. C'est autant pendant la perestroïka, on est dans une phase tout à fait vive de la pensée stratégique et de la politique étrangère soviétique, un renouvellement considérable, plein d'idées qui fusent, etc. Autant après, les années 90, c'est vraiment très plat, et finalement, c'est pas la chose la plus importante. Et donc, toutes ces années 90, la Russie va vivre en état de choc, d'abord, ensuite d'une certaine sidération, je dirais, face à ce qui se passe, et puis on sort assez vite de ça pour entrer dans la désillusion. Et tout ça se déroule sur fond de malentendus historiques qui ne sont toujours pas dissipés, et sur notamment l'élargissement de l'OTAN. Je cite uniquement un aspect que je cite dans le livre, l'élargissement de l'OTAN, que Poutine va dénoncer plusieurs fois comme étant une rupture, une trahison en quelque sorte par les États-Unis et l'Occident de ses propres promesses, s'appuyant sur ce que j'appelle la promesse de Baker, entre guillemets, c'est-à-dire une promesse qu'aurait tenue le secrétaire d'État James Baker à la fin de 1990. Il aurait dit, en échange en quelque sorte de l'unification allemande, ou la réunification allemande, et de l'acceptation par l'URSS de cette réunification, on ne s'étendra jamais à l'Est. Voilà. Et donc l'interprétation de cette phrase qui n'a jamais été consignée à l'écrit par, les Russes, continue à être un obstacle, puisqu'on dit, c'est un lieu commun en Russie de dire,
l'Occident avait promis de ne pas s'élargir à l'Est, regardez ce qui s'est passé. Bon, voilà. Et donc on est encore vraiment dans cette position, et j'ai pu, lors de la présentation de ce livre, dans différents endroits, notamment en Russie, voir à quel point, lorsque j'émettais, enfin que je disais tout simplement que historiographiquement on ne peut pas affirmer que cette promesse a été vraiment tenue, et qu'il y a vraiment débat sur la question, il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont dit des choses, mais il n'y a absolument aucune preuve historique qu'une telle promesse ait été tenue, et qu'il y a un deuxième problème, c'est que quand même les États qui ont adhéré à l'OTAN l'ont fait, non pas après une invasion militaire des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest, mais sur leur propre demande. C'est quelque chose qui en Russie m'a valu quasiment d'être, non je dirais gentiment, dans des assemblées tout à fait civilisées, mais quand même, on n'aime pas. Voilà. Et pourtant, c'est tout à fait une réalité historiographique. On ne peut pas affirmer qu'il y a eu une promesse occidentale de ne pas élargir l'OTAN, qui aurait été tenue en 90. Mais cette ambiguïté et ce malentendu persiste et continue d'être je dirais, un obstacle à un dialogue constructif. Alors, les années 90 se passent. Je vous fais grâce, si vous voulez, on peut y revenir sur l'élection présidentielle de 96, qui est un grand moment je dirais, de vérité sur la nature du pouvoir, sur ce qui se joue, etc. Pour passer dans l'étape suivante, la prise de conscience en 1999 à Moscou, dans les cercles dirigeants, mais également, je dirais, dans l'opinion publique, de ce qui était en train de se passer en Europe de l'Est, avec la décision prise par l'OTAN, sans mandat des Nations Unies, d'aller bombarder Belgrade pour prévenir la survenance d'un génocide au Kosovo. Bon. Alors, cette intervention à Belgrade contre la Yougoslavie, moi je l'ai vécue à Moscou. J'étais directeur du collège universitaire français à Moscou, donc j'avais des étudiants devant moi tous les jours qui étaient passablement dépolitisés, ça je peux vous le dire, à cette époque-là, c'était vraiment la politique, les intéressait pas. Ils étaient plutôt dans des stratégies individuelles d'études, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, quelles sont les études les plus comment aller en France pour faire des études, etc. Puis tout d'un coup, en mars 99, j'ai vu, à mon grand étonnement, des groupes d'étudiants au MGU, donc à l'université de Moscou, d'État de Moscou, se mobiliser pour aller faire des manifs devant l'ambassade américaine, dont certains de mes étudiants d'ailleurs, avec des t-shirts, avec comme ça, aujourd'hui, avec une cible, et c'était marqué aujourd'hui Belgrade, demain Moscou, point d'interrogation. Et ça m'a beaucoup marqué, et je dois dire que à l'époque, je vivais en Russie, donc j'ai vécu cette intervention en Yougoslavie en regardant la télé et en écoutant la radio russe, essentiellement, et en étant dans une ambiance russe. Et d'autres ici étaient à peu près dans le même endroit, n'est-ce pas ? Et lorsque je parlais avec mes copains à Paris, j'avais l'impression qu'on n'était pas informés par les mêmes canaux. Et qu'il y avait une énorme différence. On ne parlait pas la même langue, tout simplement. On disait, mais enfin comment tu te rends compte Milosevic va génocider les Kosovars, c'est horrible, etc. Je disais, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vu ça, moi. Alors, est-ce qu'il y a un problème de... Donc, on était dans le début, je dirais, cette intervention, est le début... C'est presque la première révolution de couleur, dans la mesure où c'est le premier événement qui va devenir l'objet d'une guerre de l'information, tout à fait avec d'un côté ce qu'on dit à Moscou, de l'autre ce qu'on dit dans les pays occidentaux, avec une forte mobilisation des forces, des tribunes de propagande de part et d'autre, surtout ici, je trouve, mais peut-être que je suis déformé aussi par le fait que j'étais... Bon. En tout cas, c'était le début d'une prise de conscience dans l'élite russe, et je pense que le geste de Primakov, en mai 99, il était encore Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, il décide, en route pour Washington, au-dessus de l'Atlantique, il décide de faire revenir son avion, de faire demi-tour à son avion, et faire demi-tour à son avion, et c'est un geste symbolique, bien sûr, parfaitement symbolique, mais tout à fait qui marque, je dirais, les symboles sont très importants, ça marque, je dirais, le début de l'enclenchement de ce qui va devenir cette nouvelle guerre froide.
Alors après, il y a des épisodes plus intéressants sur lesquels on peut revenir, qui sont maintenant de l'histoire politique, et c'est pour ça que je les traite, parce que c'est quand même vraiment passionnant, ce sera passionnant d'y revenir comme historien dans quelques temps. Il y a l'année 2003, qui est une année, à mon avis, qu'il faut vraiment disséquer de fond en comble pour comprendre l'enchaînement de cette nouvelle guerre froide. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la décision américaine d'intervenir en Irak. Bon, là-dessus, je pense que je ne vais pas revenir sur ce point. Et puis, en Russie, il y a aussi un autre événement majeur qui va être très très important, qui est un événement de politique intérieure, qui est l'affaire Khodorkovsky, qui s'enclenche au même moment, à peu près un peu avant. Alors, y a-t-il un lien entre l'un et l'autre ? Non, après, c'est octobre. C'est ça. Donc, c'est après, oui. C'est en 2003 aussi. Absolument, c'est octobre. Ouais. Bon, alors, je travaille à ça, donc il n'y a rien là-dedans, et je n'ai pas encore publié là-dessus, mais je travaille beaucoup à cette année 2003, et à essayer de voir quels sont les liens qu'il pourrait y avoir. Alors, il y a un de mes collègues, qui est un russe, mais qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Andrei Tsigankov, qui lui aussi travaille un peu ensemble, qui a beaucoup écrit, enfin qui se pose beaucoup de questions sur la capacité d'un certain nombre de cercles à avoir une influence décisive qu'est-ce qui se passe en Russie au moment de l'intervention en Irak, comment se positionnent les différentes forces politiques, est-ce que la vive réaction de Khodorkovsky, qui était à l'époque donc un oligarque avec des fondations et une activité politique ouverte, tout à fait clairement engagée tout à fait ayant pris position ouvertement pour l'intervention américaine, ayant critiqué la position de la Russie qui s'était opposée. Bon, est-ce que dans cette affaire, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre l'opposition russe à la guerre en Irak et puis le déclenchement de l'affaire Khodorkovsky par le biais d'une présence un peu trop forte de Khodorkovsky dans les cercles de pouvoir américains? C'est un sujet d'investigation passionnant que je mène, sur lequel je suis très occupé par cette affaire Khodorkovsky. Mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à vérifier, et notamment du domaine de la chronologie. Mais c'est évident que cette affaire Khodorkovsky, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que l'emprisonnement de Khodorkovsky, les poursuites qui ont été donc lancées en octobre 2003, lorsque, comme vous l'avez justement rappelé, son avion a été arraisonné sur l'aéroport de Novosibirsk, qui était arrêté dans des conditions extrêmement spectaculaires. Cette affaire s'enclenche, et c'est clair qu'on peut voir moi, j'ai vérifié les revues, etc. C'est à ce moment-là, après, qu'on voit refleurir, si je veux dire, on parle ouvertement d'un danger russe pour la paix du monde. Ça, c'est vraiment avant 2003, un discours très, très, je dirais, feutré sur la Russie. Même, on n'ose pas trop critiquer ouvertement les débuts de Poutine, même l'affaire 2001-2002, la reprise en main de la chaîne NTV. Bon, il n'y a pas de protestation officielle américaine, par exemple. À partir de l'affaire Khodorkovsky, ça devient beaucoup plus clair et manifeste. Il y a la révolution orange en Ukraine, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. En 2004, j'ai encore un quart d'heure. Il y a évidemment on entre dans une conflictualité qui est alimentée de part et d'autre par le sentiment que l'autre est un danger. C'est-à-dire que ça devient clair que pour l'Occident, la Russie redevient un État dangereux, et pour la Russie, les pays occidentaux mènent une politique, non pas ouvertement, mais de manière, je dirais, indirecte, anti-russe. Et le discours, ce qui se passe en Ukraine en 2004, montre à la fois que c'est un retour, je dirais, d'une certaine paranoïa anti-occidentale en Russie, et c'est aussi une compréhension, alors ça c'est, je dirais, pour la forme, dans les médias russes, on a cette idée que la révolution orange a été déclenchée par la CIA, etc. Bon, ça c'est pour, je dirais, l'aspect médiatique, mais
dans les cercles du pouvoir, il y a cette prise de conscience qu'en réalité, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé en Ukraine et qu'on a raté le coche et qu'on a vraiment raté, qu'on pensait, on transposait beaucoup à Moscou ce qui se passait à Kiev. À Kiev, c'est un peu comme à Moscou, en plus petit. En fait, on a compris que c'était tout à fait autre chose et qu'il fallait s'y intéresser, travailler, faire du renseignement, aller regarder retisser des liens avec les Ukrainiens et essayer de comprendre comment fonctionnait ce pays. Mais en tout cas, c'est le début d'une forte suspicion, d'un côté des cercles dirigeants russes à l'égard de l'Occident, et inversement. Et puis, petit à petit, entre 2004 et 2008, la tension va monter, ça va devenir de plus en plus fort, et le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, je parle sous votre contrôle parce que je sais qu'il y a beaucoup de diplomates ici qui connaissent tout ça par cœur. Là, on a une explosion à l'air libre de la conflictualité, et puis cette explosion va se traduire ensuite dans les faits avec cette guerre en Géorgie en août 2008. Alors, on est entré, je dirais, à ce moment-là, dans la nouvelle guerre froide, et on est entré dans une période où on a un ajustement de part et d'autre du discours, des conceptions de politique étrangère, mais aussi, je dirais, des opinions publiques à travers les médias. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces questions-là, comme recherche, mais ce qui est tout à fait clair, c'est que ce que certains médias russes appellent la russophobie, donc je trouve un peu qui existe. La russophobie, c'est pas un mythe, mais par contre, ce qu'on appelle russophobie est un tout petit peu large par rapport à ce qu'est la réelle russophobie, à mon sens. Mais ce qu'on appelle la russophobie dans les médias russes, c'est-à-dire cette dénonciation un peu récurrente d'un danger russe pour la paix du monde, eh bien, elle est de plus en plus forte. Et de l'autre côté, côté russe, on a, c'est pas une occidentalophobie, mais c'est quelque chose qui est une opposition et une contestation de la politique américaine et occidentale qui est de plus en plus vive et de plus en plus systématiquement déployée dans les médias et de manière, je dirais, aussi par les canaux habituels, et qui devient, je dirais, le politiquement correct des médias russes. C'est, je dirais, l'influence néfaste des États-Unis et de l'Occident dans certains domaines, et puis le politiquement correct chez nous devient l'influence du danger russe et l'influence russe, etc. Alors aujourd'hui, ça paraît presque... C'est toujours difficile de travailler sur des sujets proches de l'actualité, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement énorme tout ça, tout ce que je vous dis, qu'on aurait tendance à ne plus voir les origines de tout ça, mais pourtant il faut les voir, il faut voir que là où nous en sommes, dans ce dialogue de sourds, eh bien, cette position, ça vient de loin, c'est quelque chose d'évolutif. On n'est pas arrivé tout de suite, en quelques jours ou en quelques semaines, au point que certains de mes collègues vont écrire des livres sur les réseaux du Kremlin en France et dénoncer de manière presque... je dirais, archi-polémique, et pas du tout universitaire, malheureusement, une influence russe ou des canaux d'influence russe, ce degré-là de polémique, je ne condamne pas en soi, mais on n'est pas arrivé là tout de suite. Ça monte, cette nouvelle guerre froide, c'est quelque chose qui monte. Voilà. Et puis, bon, je vous fais grâce de la révolution du Maïdan, de la réintégration de la Crimée, etc. etc. Alors, puisque j'ai un quart d'heure, je vais aller vite. C'était il y a 5 minutes. Alors, je vais être très rapide. Je suis désolé, mais il y aura la place pour la discussion, c'est très bien. Cette nouvelle guerre froide, elle est souvent vue, analysée ici, en tout cas, en France, mais pas seulement en France, aux États-Unis, dans le monde occidental, les pays de l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, etc., comme finalement l'aboutissement d'un isolationnisme russe progressif. C'est-à-dire que la Russie, finalement, paradoxalement, c'est une interrogation que se pose par exemple quelqu'un comme des gens The Economist, par exemple, qui sont un peu ma boussole pour le politiquement correct pour moi. C'est ce que je lis pour savoir ce qu'il faut penser
correctement. Et donc, dans The Economist, c'était très intéressant. On dit, mais comment un pays comme la Russie, qui s'est considérablement modernisé, considérablement ouvert au monde, dont les citoyens maintenant voyagent dans le monde entier, dont tout n'est pas parfait, mais il y a quand même eu des réformes, on n'est quand même pas du tout dans le même pays qu'il y a 20 ans. Ça, c'est l'économie et la société. Comment se fait-il que ce pays, politiquement, ait régressé à ce point-là et soit devenu une sorte de dictature autoritaire, avec un président complètement, je dirais, comment dire, qui a, comme dirait Madame Merkel, d'un autre siècle. Hein. C'est un président du 19e siècle. Alors ça, c'est pas ce que je pense. Hein. C'est ce que dit The Economist, en gros. Alors, donc, en fait, il y aurait une sorte d'tropisme isolationniste russe. Il ferait que la Russie s'éloignerait parce qu'elle n'a pas compris vraiment ce qu'était le monde. Parce que la Russie, finalement, elle n'a pas tout capté, quoi. Ils n'ont pas tout compris, ces gens-là. Ils ont raté quelque chose, et peut-être est-ce un tropisme nationaliste, peut-être est-ce l'orthodoxie qui les bloque dans leur développement démocratique, peut-être est-ce tout simplement des racines paysannes du peuple russe qui est un tout petit peu trop, je veux dire, les pieds dans la terre. Enfin, qu'est-ce qui se fait que les Russes n'arrivent pas à se démocratiser? Bon sang de bonsoir. Alors, ça, c'est une vision quand même très, 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 je dirais, on voit à l'œuvre. Alors moi, ce que je dis, c'est que c'est pas du tout ça. C'est pas la Russie, les pieds dans la terre, c'est pas l'orthodoxie, la méchante orthodoxie, ça n'est pas l'héritage soviétique, j'oubliais, les communistes, le drapeau rouge, etc. C'est peut-être le fait que cet isolationnisme, il est peut-être pas russe, il est peut-être davantage occidental. Et c'est peut-être ce que les Russes regardent davantage. Et en lisant beaucoup la presse et en étant beaucoup en contact avec la Russie, il me semble qu'on peut voir de Russie ceci. C'est-à-dire, quelque part, un monde occidental qui, non pas socialement, économiquement, mais intellectuellement, s'est coupé du reste du monde. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, et alors, là, il y a quelqu'un qui exprime ça très très bien, c'est Vladimir Poutine. Alors, je ne suis pas là pour faire l'exégèse ni la publicité des discours de Vladimir Poutine, mais quand même, il faut les lire, parce qu'ils sont quand même très intéressants et ils disent beaucoup de choses. On peut dire quelque part que Vladimir Poutine, ce qu'il dit, c'est que les dirigeants occidentaux ne sont plus capables de produire une vision du monde à la fois réaliste, c'est-à-dire qui regardent réellement les rapports de force internationaux pour ce qu'ils sont, et sécularisés, ça c'est moi qui le rajoute, c'est-à-dire débarrassés, je dirais, des scories de la pensée et des idéologies et des religions séculières occidentales et de leurs illusions. Donc, les cercles dirigeants russes, aussi, en 20 ans de post-guerre froide et de nouvelle guerre froide, ont réellement compris, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, l'évolution de l'Occident. Et je pense qu'un des aspects très intéressants d'aujourd'hui de ce qui se publie en Russie, de ce qui s'écrit, c'est justement le regard russe sur l'Occident, et les travaux et les écrits sur l'Occident. Alors, j'en profite parce que j'aime bien faire de la publicité pour mes collègues, pour faire la publicité d'un livre absolument pas commercial, qui a été écrit par mon collègue Michel Niqueux, qui s'appelle L'Occident vu de Russie, qui est un énorme pavé, je n'ai pas amené, mais qui est un livre sur la pensée russe. L'Occident dans la pensée russe depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, qui est un livre pour érudits, et d'érudits pour érudits, mais extrêmement bien fait, avec des traductions d'à peu près 130 auteurs russes, qui commencent à la fin du XVIIIe et qui vont jusqu'à l'état de revue actuel. Et donc, s'intéresser à la manière dont la Russie regarde l'Occident, c'est très intéressant parce que ça permet de nous regarder, nous aussi, occidentaux. Voilà. Je vous redonnerai tout ça tout à l'heure. Vous les avez lus? Oui, c'est passionnant. Enfin, voilà, absolument. Alors, donc, dans ces regards russes lucides venus de Russie sur l'Occident, moi, je me suis intéressé beaucoup à un regard qui est celui d'Alexandre Zinoviev, dont on reviendra, mais qui a lui, qui est un ancien dissident malgré lui, comme il l'a dit, et qui a toute une théorie, démonté toute une théorie sur l'évolution de l'Occident, l'évolution entre guillemets totalitaire de l'Occident. Donc, isolationnisme occidental, c'est-à-dire que,
En réalité, ce qu'on peut voir, c'est que, et moi je le vois aussi, c'est que les Occidentaux sont dans une situation de puissance asymétrique, c'est-à-dire une situation favorable de puissance asymétrique au point de vue militaire, stratégique, économique, mais en même temps dans une situation d'enfermement intellectuel de leur pensée politique et de leur pensée stratégique. Ils ont un très grand aveuglement sur la supériorité de leur modèle, et d'ailleurs, ce qui est le plus grave, c'est que les pays occidentaux ne parviennent plus à se regarder en face, ne parviennent plus à regarder objectivement ce qu'est devenu leur système politique, ne parviennent plus à regarder objectivement comment fonctionne leur société, etc., etc. Et d'une certaine manière, puisqu'on est dans le dialogue franco-russe, il me semble qu'un aspect intéressant du dialogue, ce serait de faire dialoguer réellement les Russes avec nous, et d'écouter la voix russe, ou les voix russes, voilà, qui ne sont pas entendues. Davantage les concepts ou les réalités occidentales ou les questions occidentales sur la Russie, plus que ce serait intéressant d'avoir les regards russes sur notre Occident. Alors je m'arrête là, j'aurais pu dire encore plein de choses. Je confirme. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce sera plus intéressant d'être dans le dialogue franco-russe, parce qu'il y a des Russes et des Français ici, et je répondrai volontiers à toutes les questions, et je vous remercie de votre très sympathique attention. Voilà. Oui, je partage assez largement vos conclusions, mais je voudrais simplement remarquer que vous y êtes parvenu par un développement tout à fait linéaire. C'est-à-dire que les malentendus, dans le fond, se sont accumulés de part et d'autre de façon linéaire, et peut-être plus par la responsabilité de l'Occident que de la responsabilité du côté russe. Vous n'avez rien dit du 11 septembre 2001, pour avoir été en poste en Russie à ce moment-là, juste un petit peu après vous. Je peux dire que les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué une période quasi fusionnelle entre Poutine et l'Occident, entre Poutine et W. Bush, le fils, mais aussi l'Occident en général. Et Poutine nous a considérablement aidés pour acheminer nos troupes en Afghanistan. C'est lui qui nous a dit prenez ce que vous voulez comme base au Tadjikistan, par exemple, pour ce qui concerne la France. Mais il était tout à fait d'accord aussi pour que les Américains se répandent sur l'Ouzbékistan, en tout cas à l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas eu à cette époque-là une occasion manquée? Donc ça ne serait pas un développement purement linéaire. Peut-être y a-t-il eu, pendant le premier mandat de Poutine, le développement linéaire, je suis tout à fait d'accord avec vous, à partir de 2007-2008. Mais avant, je n'en suis pas absolument certain. Est-ce que Poutine, sincèrement, a essayé de coopérer avec l'Occident? Ou est-ce qu'il faisait un test? Ou est-ce qu'il n'était pas sincère? C'était en effet une question qui peut se poser. Et puis la deuxième remarque que je ferai, c'est sur l'Irak 2003. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué, puisque là aussi, je me souviens qu'à l'époque, on n'était pas sûr que le vote russe au Conseil de sécurité soit négatif. On n'était pas sûr du tout. Et moi, une de mes tâches, c'était d'aller vérifier pratiquement toutes les semaines au MID quel était l'état d'esprit. Le MID pensait comme nous, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas intervenir. Mais au Kremlin, on n'était pas sûr. Il y avait deux écoles. Il y avait des pro-américains au Kremlin à l'époque. Et finalement, il y a eu une prise de position commune, française, allemande et russe, qui a considérablement énervé les Américains. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu une occasion perdue, seconde occasion perdue, pour que l'Europe se dissocie des États-Unis? Alors, je vous remercie. Je vais répondre, mais très brièvement, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, la présentation linéaire, effectivement, elle était peut-être trop pédagogique, trop didactique. Vous avez raison. C'est pas comme ça une histoire comme ça fluide de la conflictualité basse vers une haute conflictualité, mais il y a des allées et venues, des inconnus, et puis des soubresauts. Et effectivement, la parenthèse, si j'ose dire, si on trace une histoire linéaire de la nouvelle guerre froide, qu'on la commence en 91 et qu'on la termine aujourd'hui, il y a cette parenthèse 2001, vous avez raison de le dire, c'est une parenthèse très importante, puisque c'est à la fois, effectivement, la Russie et Poutine, président, qui vient d'être président, et c'est sa deuxième année au pouvoir, va réagir immédiatement
et de manière tout à fait inattendue, j'ai l'impression pour les cercles dirigeants occidentaux, vous allez me le confirmer, j'ai l'impression que c'est une surprise lorsque Poutine tout de suite fait cette fameuse déclaration le jour même ou le lendemain des attentats pour dire la Russie est à vos côtés, nous sommes solidaires, etc. etc. Effectivement, il y a cette parenthèse il y a cette volonté de la Russie de s'ouvrir et peut-être d'utiliser cette intervention américaine occidentale en Afghanistan pour se replacer dans une meilleure coopération. Moi, je me souviens de deux choses à l'époque. Ce qu'on disait en Russie, c'était c'est très bien parce que ça va permettre de réutiliser notre réseau d'experts sur l'Afghanistan, qui est quand même très très grand, parce qu'il y a eu cette guerre qui a duré 10 ans. On a beaucoup de gens beaucoup de gens des services, en sens large, qui parlent les langues, en plus qui ont appris le dari notamment, le tadjik, puis il y a aussi des gens d'origine tadjik. On a un savoir-faire sur l'Afghanistan que personne n'a, qu'on pourrait peut-être mettre à la disposition des Américains et des Occidentaux. Bon. Et puis ce que vous avez dit, les bases, et la mise à disposition de la base de Manas en Kirghizie, c'est ça, il me semble bien, et puis au Tadjikistan. C'était Dushanbe. Dushanbe, voilà, et pour la France. Et donc, effectivement, comme vous le dites, c'est pas linéaire, je suis tout à fait d'accord. Et 2001 est une véritable question. Donc il y avait cette volonté russe aussi de mettre en avant son savoir-faire pour s'intégrer. La volonté russe, moi je suis convaincu que la volonté russe, encore aujourd'hui d'ailleurs, elle est d'avoir un pied dans cette communauté internationale dont on se sent toujours mis à l'écart. Bon. Et là c'était un moyen de le faire. C'est-à-dire, d'une part, de 2001, cet attentat, c'était deux choses. C'était de dire aux Américains, vous voyez, la guerre, les opérations qu'on mène en Tchétchénie, dans le Nord-Caucase, cette lutte contre ce qu'on appelait à l'époque le terrorisme international, c'est légitime. Parce que si c'était illégitime, vous ne seriez pas en train, vous, de déclencher une giga-opération, il n'y aurait pas eu le 11 septembre, etc. etc. Donc vous voyez qu'on est des alliés, quelque part, objectifs. Ce discours d'alliés objectifs contre le terrorisme djihadiste international, on le retrouve aujourd'hui. On le retrouvait dans le moment entre la fin de candidature et le début de l'élection de Trump. C'était des ouvertures constantes, si j'ai bien compris. Et donc effectivement, raté, et je pense effectivement, peut-être, là pour le coup, je dirais peut-être un certain isolationnisme occidental, inclure la Russie dans les schémas de décision multilatéraux, etc., inclure la Russie dans le monde occidental, c'est pas possible. Ça fait pas partie du schéma mental. Et puisque vous dites ensuite sur 2003, ça c'est très intéressant, je serais vraiment intéressant de discuter avec vous, parce que comme je dis, c'est l'année qui m'intéresse. Effectivement, si on regarde le début et la fin de l'année, on voit que il y a un véritable atermoiement aussi sur la position. Et si on lit la presse, parce que moi, les chercheurs, les universitaires, ils sont, si j'ose dire, on se réduit à lire la presse, eh bien, les opinions opposées favorables à l'intervention américaine ou occidentale en Irak sont assez nombreuses et assez bien représentées. C'est-à-dire qu'il y a un pan de l'opinion, alors il y a des gens au Kremlin, mais pas seulement, qui sont pour cette intervention, qui disent, bon, les Américains ont raison finalement, c'est pas faux de faire. Bon. C'est seulement après, dans un second temps, qu'il y a cette alliance, si j'ose dire, avec l'Allemagne et la France. Et voilà, je pense que vous savez tellement plus de choses que moi là-dessus que je ne vais pas en parler. Merci. Oui. Là, on pourrait discuter jusqu'à... Première petite précision, on ne va pas rentrer avec guerre. Moi, je lis pas mal. J'ai les coupures du Monde jusqu'au plafond. Et je crois avoir vu qu'en 1992, déjà la Douma avait pris une résolution pour la réincorporation de Crimée. Alors, vous avez peut-être intérêt à lancer les étudiants là-dessus. Quand est-ce que les premières résolutions étaient faites? Donc, tout le monde sait que le 8 décembre 1991, il était léché, notre brave Yeltsin, et certains ont dit, surtout, ne dé pas la Crimée. Il a dit, écoutez, c'est pas possible, bon, ainsi de suite. Donc là, il y a des trous, mais je pense qu'à partir de 2002, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça serait bien de faire même un mémoire de celui qui aurait la patience de voir toutes les résolutions des comités, parce que là aussi, c'est pas né comme ça d'un seul coup. Non, monsieur. Je vous donne un exemple, et Claude doit le savoir. Un jour, j'étais à un colloque à l'IFRI, il y avait Igor Ivanov, il se trouve qu'on est né le même jour, donc ça ne nous rajeunit pas, en septembre 1945, et je lui demande une interruption en 2006-2007, est-ce que vous allez faire la guerre pour la Crimée? Il m'a répondu, peut-être.
Donc, vous voyez, 2006-2007, off the record. Première, 2003, vous avez oublié, mon cher, ce qui s'est passé en Géorgie. Là aussi, j'ai lu, il faudrait voir, il paraît que l'oncle de Mikhail Saakashvili était du KGB. Donc moi, sans faire un complotiste, quand il est des nôtres, il nous a trahis. Donc peut-être, il y a peut-être une piste. Et la troisième, là c'est connu, un certain M. Poutine est allé au Waldorf Astoria le 24 septembre 2003. Waldorf Astoria, c'est l'ambassadeur, combien de fois il est allé dans l'Assemblée générale. Et qu'est-ce qu'il y avait en face de lui, le prédécesseur de Rex Tillerson? Il s'appelait Lee, un grand homme, l'homme fort d'Exxon. Et lui, avec son côté, il dit, vous savez, on va bientôt acheter 40% de Yukos. Imaginez un moment que Marjorie, que j'ai connu, il aurait vendu Total sans avoir été l'Élysée, mais imaginez ce qu'aurait dit Mélenchon et le reste. Donc vous voyez. Et là, franchement, c'était pas très politique. C'était pas l'erreur. Et Poutine, en bon officier, il a dit très intéressant. Vous voyez ce qui s'est passé entre le 24 septembre et octobre. Voilà. Tout est là. Alors, vous voyez, on peut fouiller des tas de choses comme ça. C'est passionnant. Enfin bon, pour revenir sur l'actualité, moi, ce qui me préoccupe, j'ai écrit un petit article dans la Défense nationale sur la Russie en Syrie. Et moi, je me suis arraché les cheveux. Je trouve, depuis 3 mois, ça bloque bien. Regardez le virage de Donald Trump, et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien, sauf le rapport des services secrets, où on accuse évidemment Kassara, bon ça c'est quelque chose. Mais franchement, on était plein d'espoir raisonné, on n'est pas naïf, et depuis 2-3 mois, rien sur la Syrie. Alors quand est-ce que ça va se débloquer? Bon, c'est hors de votre analyse. Et dernière petite chose, sans être illustré, moi j'ai écrit une grosse histoire de la relation internationale. Elle fait que 1756 pages sur 33 années, et j'ai intitulé un chapitre, 80-85, Nouvelle guerre froide. Il ne faut pas oublier. Donc, la nouvelle guerre froide a été déjà employée au moment de la Géorgie, dans le monde, mais déjà, souvenez-vous, la doctrine Carter, et ainsi de suite, l'Afghanistan. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai pris ça des Américains. Donc, la nouvelle guerre froide, malheureusement, c'est pas un newborn, ça réapparaît. Mais on a toujours les mêmes personnages, on retrouve Brzezinski, tout à fait. Excellent, vous aviez une question. C'est pas, oui, pas non caché. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Je vais reprendre après, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, alors 2 questions d'actualité, si je puis dire. D'abord, vous n'avez pas parlé des sanctions. C'est quand même important, oui, la relation avec l'Occident. Et je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que vous les trouvez justifiées? Elles sont justifiées sur le plan international par l'ONU, par l'annexion brutale de la Crimée, et dont on parle l'occupation du Donbass, qui est également une atteinte à l'Ukraine. Alors, quelle est votre opinion sur la justification de ces sanctions? L'autre question est tout à fait différente. Moi, j'étais très frappé par l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire c'est donc, je crois, un Kirghiz qui a commis cet attentat. D'origine ouzbek. Et je me demande si ce n'est pas un moment tournant, je veux dire, dans l'histoire actuelle de la Russie. Dans la mesure où l'OTAN, tout ça, bon, ça sert de recours, si je puis dire. Il faut bien avoir un ennemi pour justifier une certaine tension intérieure, un autoritarisme, etc. Mais est-ce que le véritable ennemi ne sera pas, ou n'est pas déjà, en fait, le radicalisme islamiste, et qu'avec les 4 républiques du Caucase du Nord, qui demeurent dans la Fédération de Russie, et puis les ex-républiques d'Asie centrale qui sont indépendantes, mais qui sont quand même à côté, et qui viennent de prouver, donc, enfin un ressortissant vient de prouver qu'il était un terroriste, est-ce que ça ne va pas, je dirais, modifier un peu la priorité actuellement donnée à l'OTAN pour, au contraire, se concentrer sur le radicalisme musulman, Daesh, etc. Et à cet égard, pensez-vous qu'il y a des raids aériens russes sur Raqqa?
Alors, la dernière question, j'ai absolument rien, aucun élément pour vous répondre, donc je ne peux pas vous donner de réponse. Je vais répondre dans le désordre, si vous permettez, ou plutôt dans l'ordre inverse des questions que vous m'avez posées sur le radicalisme islamiste et la politique russe à l'égard du radicalisme islamiste, enfin, je dirais du djihadisme, pour simplifier, enfin, si on peut dire, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements terroristes se réclamant d'un islam politique radical. Le tournant, c'est pas maintenant, c'est pas l'attentat de Saint-Pétersbourg. Je pense que le tournant, c'est la fin des années 90, la recrudescence, c'est la Tchétchénie, le Daghestan, le coup de Daghestan. C'est ensuite, pendant toute cette période, la participation de la Russie, peut-être pas de manière visible et directe, mais indirecte et en tout cas très réelle au conflit qui se déroule au Tadjikistan. Je pense que vous avez parlé du Tadjikistan. Il y a une guerre très, très importante qui se déroule pendant cette période dans les années 90. Foyer et centre de radicalisation de l'islam politique. C'est aussi, au-delà de la Tchétchénie, l'ensemble du Nord-Caucase, l'aventure, si on peut dire, de l'émirat du Caucase, et puis, pour les services russes, le suivi de tous les groupes radicaux qui sont non seulement implantés sur le territoire de la Russie, dans plein de villes, pas seulement dans le Nord-Caucase, mais dans les grandes villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, etc. Il y a eu plein d'attentats. Enfin, malheureusement, c'est une réalité à laquelle la Russie est confrontée depuis presque 20 ans, mais surtout avec des réseaux qui sont dans la continuité et qui se régénèrent, et il y a une continuité, un passage de réseau en réseau. Ce qui se dit, alors moi je ne suis pas allé sur le terrain et je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je lis attentivement la presse russe, et qu'est-ce que je lis beaucoup au moment où les Russes décident d'intervenir en Syrie, c'est-à-dire en septembre 2015, militairement, en Syrie, je lis que pour pas mal de gens issus des services ou d'anciens des services, il s'agit de poursuivre en Syrie, sur le terrain syrien, des groupes ou des hommes ou des réseaux qui sont des réseaux, en fait, tchétchènes ou post-soviétiques, et qui sont maintenant... l'émirat du Caucase est quasiment anéanti. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont partis sur le terrain syro-irakien. Ils disent qu'ils en ont fait 1500. Voilà. On dit qu'il y avait 9000 russophones. Et que donc, il y a 9000 russophones, il y aurait 9000 russophones, et donc une des raisons pour lesquelles la Russie serait impliquée dans ce conflit, c'est pas seulement pour y prendre pied pour des raisons diplomatiques, si j'ose dire, mais aussi pour des raisons de sécurité intérieure. Bon. Et donc, je pense que l'attentat de Saint-Pétersbourg, évidemment, malheureusement, très... assez dévastateur. D'ailleurs, j'ai mal compris comment ça s'était passé dans les détails, parce que la semaine d'avant, j'étais à Moscou, et la sécurité dans le métro à Moscou est quand même assez bonne. On est surveillé, il y a des portiques. Bon. Justement, à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas de portique. C'est ça. C'est qu'à Moscou. C'est ce que je me suis demandé, voilà. Ouais. Et pour moi, c'est lié au sanctions. Oui, alors les sanctions, voilà, j'y viens. Alors les sanctions, effectivement, elles sont comment dirais-je, d'un point de vue juridique, je pense absolument justifiées. Les sanctions et les contre-sanctions, parce qu'il y a l'aspect sanction occidentale contre un certain nombre de personnes russes et contre certains secteurs et contre la Russie, qui ont été prises, effectivement, comme vous le dites, par réaction à l'annexion de la Crimée et son incorporation dans la Fédération de Russie, d'une part, et pour des raisons de, entre guillemets, occupation russe en Ukraine orientale. Alors, est-ce qu'elles sont justifiées ? Elles me semblent être justifiées d'un point de vue classique du droit international public. Bon. Est-ce qu'elles sont efficaces, et est-ce qu'elles sont utiles, et est-ce qu'elles sont politiquement opportunes ? Ça, j'ai une autre... Je pense pas, très franchement, parce que les sanctions prises n'ont absolument eu aucun effet politique majeur, ni sur la résolution du conflit en Ukraine, ni sur la Crimée. Si l'objectif visé par les sanctions, c'est que la Crimée revienne en Ukraine et que la Russie quitte la Crimée, je pense que ces sanctions n'ont aucun effet, et malheureusement, elles sont complètement inutiles. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
si on fait une chronologie de l'affaire Crimée, on se rend compte que dès 92, il y a une résolution du Soviet suprême, de la Crimée, Soviet régional, qui proclame une sorte d'autonomie, de souveraineté. Il y a une déclaration de souveraineté, volonté de rattachement à la Russie, et puis ensuite, effectivement, il y a cette déclaration de la Douma, enfin cette vote de la Douma sans valeur juridique, soutenant ça c'est septembre 92. Mais après, ensuite, la Russie officielle, c'est-à-dire la Russie, le ministère des Affaires étrangères et la diplomatie, ont quand même signé un certain nombre de textes, notamment le mémorandum de Budapest, dans lequel, clairement, on reconnaît les frontières russo-ukrainiennes. Bon, tout ça, c'est un débat très long. Est-ce que les sanctions sont efficaces du point de vue économique? J'en sais rien. Est-ce qu'elles sont... Les contre-sanctions, par contre, me semblent être intéressantes dans la mesure où, là, pour prendre le seul exemple franco-russe, vous avez dû en parler 1000 fois, donc c'est peut-être pas la peine que je développe, mais c'est évident que je me suis aperçu en Russie en discutant avec des gens du monde agro-industriel, on va les appeler comme ça. Eux, ils souhaitent que les sanctions... Ils n'ont pas du tout envie que les contre-sanctions soient levées. Ils trouvent ça très très bien, c'est vachement bien pour eux, etc. Et que finalement, c'est une opportunité économique. Donc, ce qui montre bien que, contrairement au dogme libre-échangiste, un peu de protectionnisme, même politiquement orienté, ça ne peut pas faire de mal à un certain nombre de secteurs dans des temps troublés. Et pourquoi pas. Alors, sur la question des sanctions, effectivement, elle me semble jouer un rôle assez mineur aujourd'hui dans les relations, paradoxalement, dans cette nouvelle guerre froide. Et la question ukrainienne, qui est toujours très brûlante, me semble aussi complètement au point mort en dépit des sanctions. Alors, si l'objectif visé par les Occidentaux, c'est vraiment de faire avancer le dossier ukrainien, si le dossier ukrainien est un dossier considéré comme prioritaire par Washington et par l'Union européenne et les diplomaties occidentales, les sanctions sont-elles un bon moyen d'arriver... sont-elles utiles? Je pense que non. La question que je me pose, c'est est-ce que le dossier ukrainien est prioritaire? Voilà. Ou est-ce que c'est un contre-dossier? Est-ce que le dossier ukrainien est un dossier prioritaire? Ou est-ce que c'est un contre-dossier, une espèce de contre-feu qui peut être utilisé à d'autres fins? C'est la question que je me pose. Et à vrai dire, j'ai pas de réponse. Et je pense que des diplomates professionnels auraient plus de réponses que moi. Parce que vous avez sans doute plus l'habitude des jeux entre plusieurs dossiers. D'un côté, la Syrie, de l'autre, l'Ukraine. Qu'est-ce qui pèse le plus? On appelle le Young Team. Le Young Team. Young Team. On lie un problème à un autre. Voilà, c'est ça. Donc, quel est le jeu qui est fait là et qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le dossier irako-syrien ou le dossier ukrainien? Moi, il me semble quand même que c'est plutôt le dossier irako-syrien. Je peux me tromper. Je ne pense pas que le Donbass, malheureusement, dont le sort est quand même assez tragique, pour y avoir été beaucoup dans les années 90, et avoir beaucoup vu... alors à l'époque, c'était il y a très longtemps, j'avais fait un DEA où je m'intéressais aux grèves de mineurs dans le Donbass. Donc j'ai vu à quel point il y avait d'abord une identité à la fois ouvrière et vraiment du Donbass, c'est-à-dire c'est pas réductible à l'ukrainien ou russe, etc. Bon. Et puis quand j'ai vu ressurgir ces combattants... quand j'ai vu dans les combattants, les milices combattantes qui se sont formées en 2014-2015, des gens de mon âge, que j'avais interviewé 25 ans avant, ça m'a vraiment fait comprendre peut-être un certain nombre de choses sur cette guerre, qui n'est pas une guerre, qui est aussi une levée d'armes d'hommes du pays pour défendre leur position. Donc il me semble que cette guerre de Donbass, pour les diplomaties occidentales, ne me semble pas archi prioritaire, mais je peux me tromper. Hein. Ça ne m'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est quand même un conflit en Europe, au cœur de l'Europe. Voilà. Oui. Oui, je voulais vous demander, d'abord je voudrais faire remarquer que cette guerre des concepts, cet affrontement des concepts qui mène à une nouvelle guerre froide pour l'interrogation, que vous avez très bien décrit, on y assiste actuellement en France dans la campagne présidentielle. Il y a deux concepts qui s'opposent effectivement. Et à cet égard, je voulais vous demander quelle est la réalité en Russie de l'aura et de la pensée d'Alexandre Douguine. Parce que je vais souvent en Iran et lui-même y va également souvent et il est très apprécié en Iran. Alors, quelle est la dimension de l'influence de la pensée d'Alexandre Douguine en Russie?
Alors, s'il s'agit sur Dugin, s'il s'agit des cercles, on va dire, de la pensée stratégique et de la politique étrangère, ou même plus généralement de l'analyse politique en Russie, elle est très faible. Bon, elle est réelle, elle existe, c'est-à-dire que le néo-racisme de Dugin est connu, la personnalité est connue, il apparaît finalement assez peu médiatiquement en fait en Russie. Enfin, il apparaît, mais on ne le voit pas beaucoup non plus, énormément. Il ne publie pas dans des grandes revues qui font, je dirais, l'actualité de la pensée internationale, dans les 3 ou 4 grandes revues qui structurent le champ de la discipline, on va dire, des relations internationales en Russie. Dugin n'est absolument pas reconnu. Et politiquement, son poids est très faible. C'est pour ça que moi, je suis toujours étonné de la dimension qu'il peut avoir. Mais cela dit, effectivement, il joue un rôle très important dans la projection de la pensée, enfin, très souvent à l'extérieur. Alors, en Iran, je ne sais pas, mais j'étais il n'y a pas très longtemps en Serbie, et j'ai vu à quel point, en fait, la pensée de Dugin était répandue, et les gens la lisaient. Il y avait beaucoup de bouquins qui étaient traduits, et beaucoup publiés en anglais aussi. Et Dugin est vraiment considéré à l'étranger, dans beaucoup de pays étrangers, comme un penseur russe majeur. En Russie, il ne joue pas de rôle. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est ça qui est étonnant, c'est que lui-même dit, mais je ne suis pas un conseiller de Poutine. Partout, on me présente comme un conseiller de Poutine, mais je ne suis pas un conseiller de Poutine. Il ne se prétend pas l'être en même temps. Donc ça fait partie de ces mystères qui font le sel de la vie mondaine et internationale. Il a été très très impliqué dans la Trump mania en Russie au mois de septembre-octobre. Là on le voyait, il était un des grands avocats de Trump en disant ça va être formidable, c'est fini la guerre froide, maintenant on va assécher les marais, comme il dit, dry the swamps, comme disait Trump, et ça va être la fin, c'est un nouveau monde s'ouvre, etc. etc. Voilà. Bon. Comment ? Sauf que, comme j'ai dit au début de mon intervention, sauf que. Le prophète a été désarmé comme Trotsky. Voilà, ça, bon. Alors maintenant, il va sans doute se reconvertir dans une autre mode. Voilà. Mais c'est marrant, Dugin, parce que c'est une bonne question, parce que c'est vrai que hier, j'étais dans ces mêmes locaux à une conférence d'un de mes amis, Yannick Jaffray, sur. Bon. Et il y a eu une question sur Dugin aussi. Donc Dugin vraiment revient et. Ben, il s'est passé quelque chose avec lui, si vous permettez, parce qu'il était influent. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, on l'a viré du département de ceci. C'est vrai. Oui. Et là, il y a eu quelque chose. Oh, oui. Parce qu'il a considéré que mes idées, maintenant, elles sont prises, je n'ai plus de rôle à jouer. Et là, il y a eu quelque chose. Moi, je n'ai pas le fond de l'histoire, vous devez peut-être le savoir, justement. Pourquoi il a été déni. Il y a des raisons obscures. Au sein de l'université, vous oui, je sais. Patron du département de sociologie de l'université, et puis il a été déni. Alors, pour être universitaire moi-même, les mystères des commissions universitaires. Bon, c'est pas ça. Je ne me prononçais pas sur l'affaire. Oui, je m'en prie. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de l'avion du Premier ministre Primakov qui avait fait demi-tour au milieu de l'océan Atlantique. Et à cet égard, il faut se rappeler que le lendemain de son arrivée, devait être signé un contrat avec des sociétés françaises, mais aussi canadiennes et allemandes. Contrat qui finalement a été signé, qui était la deuxième partie d'un autre contrat genre poupée gigogne russe, qui s'appelait le HEULU, c'est-à-dire High Enriched Uranium, Low Enriched Uranium, et qui était finalement la résultante d'un accord en 1993, sur 20 ans, de démantèlement de 20 000 missiles russes sous contrôle international américain principalement. Et la partie française, si vous voulez, tout ça est public, la partie française a été impliquée à partir de 1999 et l'entrée des contrats en 2000 pour gérer la partie uranium qui était récupéré, uranium faiblement enrichi, qui était récupéré des têtes de fusée pour repasser dans le circuit civil. Et ça, je veux dire, c'est une affaire qui permet de comprendre quand même quelle est l'importance des milieux militaro-industriels. Parce que
si on prend juste cet aspect de l'uranium, la plus grosse mine d'uranium en Russie, elle fait 3000 tonnes. Là, de ces têtes de fusée, on extrayait 9000 tonnes d'uranium par an. Et, voilà. Et en parallèle de ça, il faut se souvenir que, à peu près aux mêmes dates, ça s'est terminé un peu plus tard, il y avait les Russes ont démantelé, sous contrôle américain et avec l'aide américaine, plus de 100 sous-marins nucléaires. Quand on sait ce que coûte un sous-marin nucléaire, chez nous, on a 7 ou 8, je crois, au maximum. 100, c'est pas énorme. Pardon, oui, en plus, c'est pas les mêmes. Bon. 30, c'est pas énorme. Tout à fait. J'ai des doutes. Voilà, bon, 100. C'est vrai, vous avez dit Ah, si, je me souviens très bien, quand je le conseiller nucléaire, il en était au 100e, on décompte. Autant pour moi. Non, je vous en prie. Voilà, donc, parce qu'à un moment, vous avez fait allusion quand même au complexe militaire. Oui, bien sûr. Comme le complexe, comme en Russie, l'économie était moins performante, vous êtes plus lourd en récolte. Bien sûr, absolument. Et aux États-Unis, voilà. Et ça pesait, très justement, merci, ça pesait très lourd je dirais, dans les perceptions de la guerre froide, parce que la guerre froide, finalement, je n'ai pas tellement parlé de ça, mais d'un point de vue conceptuel, elle impose une représentation bipolaire du monde avec l'idée de bipolarité dissymétrie. C'est-à-dire d'une certaine manière, quand on pense bipolarité, on pense symétrie entre les deux pôles, forcément. Or, la guerre froide elle-même était très asymétrique en réalité. Alors, vous avez mentionné le complexe militaire-industriel, qui était, bon, là on était dans une parité stratégique Est-Ouest à peu près, et l'URSS faisait beaucoup d'efforts pour être à parité et à sacrifier son économie civile, on peut le dire, à ça, mais c'est la seule symétrie qu'il pouvait y avoir, c'est celle du nombre de missiles à peu près, parce que tout le reste était complètement asymétrique, la recherche, la technologie, le niveau de vie, le PIB, etc., etc. Et je pense que c'est un des grands défis de la guerre froide, justement, c'est de sortir, de comprendre que la guerre froide était asymétrique et que l'URSS est sortie de là très fatigué, on va dire ça comme ça, voilà, et que le complexe militaro-industriel occidental, américain notamment, connaissait très bien l'état réel du pays, du RSS. Et donc faire durer et faire perdurer cette menace russe à l'ère post-soviétique en disant voilà, c'est quand même un pays. Là, dans le débat politique, vous avez dit, on en parle sans cesse, la Russie, c'est quand même le pays où il y a des armes nucléaires. C'est quand même le pays qui nous menace avec ses armes nucléaires, ce qui est tout à fait exact. Bon, voilà, mais on est encore en train de brandir toujours ces armes nucléaires pour justifier une espèce de guerre froide qui, par tous les autres aspects, la Russie est un pays, je dirais, qui est dans une asymétrie très forte avec le monde occidental. Mais vous avez très bien fait de rappeler ça, et je merci pour la... Oui. J'ai une question, c'est tout à fait nouveau, je viens avec la guerre froide. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio aujourd'hui. Il y a un navire espion qui a coulé dans les eaux territoriales turques. Et ils ont récupéré... Un navire espion russe? Oui. Oui. Ah bon? Oui. Ben, j'ai écouté l'après-midi en version blanc. Donc, sachant que la Turquie fait partie de l'OTAN, ça peut peut-être avoir quelques répercussions. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Là, vous êtes certainement le mieux placé pour y répondre par rapport à ça. Les avions sont abattus, les sous-marins pénètrent les eaux territoriales. Mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? L'équipage a été sauvé. Ah oui, parce que moi je me rappelle le Koursk, j'ai été choquée parce qu'on a critiqué à l'époque la Russie, mais personne n'était venu à son secours à ce moment-là. Et je suis Parce qu'ils ont refusé. Oui, voilà, d'accord. Parce que la Russie a refusé et parce que la Russie pensait qu'elle allait peut-être avoir les moyens, la possibilité de ne pas avoir besoin de l'Occident, mais en réalité, c'était déjà... je pense que le président à l'époque, Poutine, a dû constater la déchéance de tout son... De l'armée, que ce soit la marine ou le reste. Et là, il y a peut-être eu un inventaire qui a fait qu'il y a eu un sursaut pour qu'elle se ressaisisse. Tout a commencé là. Mais je me rappelle, tout le monde a été choqué. Bien sûr.
Non, mais il y a une. Là, c'est pas le lieu, mais il y a eu une réforme militaire. Il y a eu vraiment une. Après, justement, et là, on est donc beaucoup transformé les forces armées. Souvenez-vous, ça s'est passé le 12 août 2000. On l'a accusé de ne pas aller en vacances. Parce que moi, j'ai vécu un moment, je parlais tout à l'heure. Et tous les Gusinski, tout ça, la presse s'est déchaînée. Et il leur a dit non, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas les bons patriotes. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Tout a commencé là, c'est intéressant. Disons qu'il a pris conscience de ses ennemis anti-russes avec le cours, en disant vous avez dépassé les limites. Voilà, ça c'est intéressant. C'est ça qui est ouvert. Vous voulez dire ça anticipe la lutte contre les oligarques? Tout à fait. Oui, intéressant. Merci. Après ça, c'est tout. Madame. Quel pourrait être le rôle de la Russie en face de la Corée du Nord? Aucune idée. Bonne question, complexe d'ailleurs. Moi, la question que je me pose face à la Corée du Nord, c'est qui, c'est quoi sur la Corée du Nord exactement. Et il ne s'agit pas de savoir combien de missiles est là. Bon, tout ça, je crois que c'est assez bien connu. Comment ? Il n'est pas au point. Peut-être qu'il n'est pas au point, mais je pense que les questions purement techniques doivent être plus ou moins résolues. On doit savoir ce qu'il y a sur le territoire de la Corée du Nord. Les Chinois, les Américains aussi sans doute, mais par contre, ce qu'on ignore, c'est comment sont prises les décisions dans le système politique nord-coréen, qui quand même a vraiment une espèce de boîte noire. Il n'y en a qu'un seul suicide. Oui, mais en même temps, en fait, personne ne sait réellement. Voilà. C'est un des rares, les vertus de la non. Peut-être. Mais ils ne veulent pas le dire. Oui, mais les Chinois ne publient pas ce genre de choses dans leurs revues. Il n'y a pas l'ouverture. Ils ne veulent pas les Américains à leur porte, c'est sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'effectivement la tension avec la Corée du Nord est très forte en fait. C'est vraiment un lieu. C'est loin de chez nous, mais. M. Poutine vient de recevoir le Premier ministre japonais. Aujourd'hui. C'était un point qui discutait. Bien sûr, non, mais c'est sûr. C'est Il a certain. invité le Kim Jong-un. Il l'a invité prochainement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une hors sujet. Alors, sans répondre. Simplement, on parle de plus en plus du départ de Medvedev. Ah, C'est vrai. En Russie. Si. Enfin, si, il y a eu en fait suite il y a à peu près un mois, peut-être même moins, je ne sais plus exactement quand, la sortie d'une publication, d'un livre. Enfin, c'est pas un livre, c'est plutôt une vidéo de Navalny sur la corruption qui dévoile l'étendue de l'empire immobilier présumé de M. Medvedev. Bon, avec des photos, tout ça c'est sur Internet. Et ça a été le point de départ d'une manifestation qui s'est déroulée, je crois qu'il y a à peu près 3 semaines, ou un mois. En tout cas, c'était au début avril. D'une manifestation qui a réuni beaucoup de monde dans toute la Russie, dans plein de villes, dans une vingtaine de villes, avec beaucoup de jeunes. Et quand je dis des jeunes, c'était vraiment des gamins, même mineurs, dans la rue. Bon. Les parents étaient complètement effrayés, je connais. Problème, je veux dire, des amis qui, retrouvaient leurs ados de 15 ans dans la rue, avec un slogan Yava mnie Dimon, c'est-à-dire je suis pas. C'est-à-dire que la communication de Medvedev était très axée sur la proximité, le côté un peu sympa, cool avec les gens, et en fait, Dimon, c'est une manière de dire, c'est le diminutif de Dimitri. L'idée c'est je suis pas si cool que ça en fait, voilà. Et donc ça c'est effectivement suite à ça, comme en Russie il y a beaucoup de théories du complot qui circulent surtout à Moscou, on a dit ça y est, c'est une opération pour déstabiliser Medvedev. Et comme la moitié des experts ou des politologues entre guillemets de la place de Moscou voient en Navalny un agent du Kremlin, bon. Parce qu'il faut se mettre dans la mentalité très complotiste, on va dire, des commentateurs russes. Oui, bien sûr, Navalny, en fait, c'est la main du Kremlin qui essaye d'utiliser l'un et l'autre, etc. Donc, on a vu dans cette opération une éventuelle opération de déstabilisation de Medvedev et peut-être la volonté de Poutine ou d'un certain nombre de gens proches du pouvoir de Poutine de se débarrasser de Medvedev. Voilà, tout ça, c'est ça. Alors, évidemment, comme d'habitude, un certain nombre de correspondants français à Moscou, je ne citerai pas de nom, s'emparent des rumeurs parce qu'ils connaissent pas très 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 bien toujours leur sujet et ils vont répercuter ça de manière
sans beaucoup de dimensions, enfin, sans mesurer l'exacte portée de ce qu'il raconte, de ce qui est d'une dimension de la mythologie habituelle, la mystagogie même, je dirais, et puis ce qui est complètement réel. Moi, je ne pense pas que pour l'instant, si vous voulez, avant 2018, donc l'élection présidentielle, c'est l'année prochaine, c'est suffisamment problématique comme ça de savoir comment cette élection va être organisée, comment Poutine va ou pas se représenter à cette élection, et comment il va construire son personnage dans l'objectif d'être réélu ou pas, pour qu'on ait en plus à s'encombrer d'un homme qui ne pose strictement aucun problème, à vrai dire, hein, qui fait exactement tout ce qu'on lui dit. Je veux dire, pourquoi Et d'ailleurs, 2 jours après, Poutine visitait le Grand Nord avec... Oui, bah, ça c'était pour... et c'était passé à la télévision, voilà. donc... Bon, voilà. Donc voilà ce que... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi je ne crois pas beaucoup à ce qu'on change comme ça au dernier moment les pions, à moins d'un véritable problème. C'est-à-dire que vraiment, si cette affaire s'avérait exacte, On en parle depuis 4 ans. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, bien sûr. Oui. Et en fait, quand vous suivez les blogs des journalistes russes d'investigation, c'est rempli de ça. Un des clichés depuis une dizaine d'années, c'est les dachas photographiés, les grosses dachas, les gros machins. Alors on voit tellement de photos qu'on finit par savoir exactement à qui ça appartient. Et puis comme a dit un de mes copains, mais celle-là, elle a déjà été... Ah, je croyais qu'elle était à un tel, elle n'était pas à Khatchatour, enfin, elle était bon. Donc on est dans l'univers des informations non vérifiables. Voilà. Les photos qui ont été prises... C'est-à-dire c'est souvent un peu les mêmes photos des mêmes bâtiments attribués à différentes personnes. Il y avait la propriété de Sugakoun, on en avait encore tous les détails. Oui. La même chose avec Medvedev. Et moi, je suis tous au milieu aéronautique, essayer de voler. C'est ça. Maintenant, j'ignore. Hein, moi, j'ai pas de. Bien. Merci. Merci Jean-Robert. Merci Denis de ton invitation. Merci à vous. Merci. La prochaine fois, nous recevrons Jacques Sapir. Dans 3 semaines à peu près, vous recevrez comme d'habitude les invitations. Je me permets de vous laisser simplement. Merci beaucoup. Coordonnées. Oui, je vous remercie. Mais je en retraite. ne sais pas son site, parce que vous étiez dans